Lorsque Élise Beaulieu entendit l'écho des détonations traverser les plaines asséchées, elle n'aurait jamais imaginé que ce bruit la conduirait à cacher un guerrier ennemi blessé sous les fondations mêmes de sa maison. Mais sa décision, prise en une fraction de seconde, allait non seulement la mettre en porte-à-faux avec ses voisins, mais bouleverser son existence entière. Le soleil impitoyable de cet été 1872 écrasait la modeste ferme d'Élise, isolée aux confins des terres colonisées. À 32 ans, cette veuve vivait seule depuis 3 ans, gérant ce qu'il restait de l'exploitation avec une détermination silencieuse depuis la mort de son époux, Jacques. L'été avait été particulièrement cruel. La sécheresse avait transformé les pâturages verdoyants en une lande poussiéreuse et stérile. Élise essuya la sueur de son front, un seau d'eau à la main qu'elle tirait péniblement du puits pour son potager. Le claquement sec des coups de feu au loin la figea sur place. Les tirs n'étaient pas rares dans la région, mais la cadence rapide et les cris de guerre qui suivirent lui glacèrent le sang. « Des ennuis », murmura-t-elle en abandonnant son seau pour se précipiter vers la maison. Depuis sa galerie, elle aperçut des nuages de poussière s'élever au-dessus de la colline qui séparait sa propriété du territoire de la tribu des Cris. Le gouverneur avait négocié une paix fragile l'année précédente, mais la tension restait palpable. Les colons ne cessaient d'empiéter sur les terres ancestrales et peu respectaient les accords précaires. Élise saisit la vieille longue-vue de son père, plissant les yeux à travers la brume de chaleur. Des silhouettes à cheval encerclaient une forme au sol. D'autres coups de feu retentirent. « Maudits imbéciles !» siffla-t-elle. « La paix ne tiendrait jamais si des milices improvisées continuaient de provoquer des conflits. » La prudence dictait de rester à l'écart. C'est ce que les gens du bourg lui auraient conseillé. Mais Élise n'avait jamais été femme à suivre la sagesse conventionnelle. Jacques disait souvent que sa conscience causerait sa perte un jour ou l'autre. Résolue, elle rentra, troquant son tablier contre un manteau robuste malgré la chaleur. Elle décrocha le vieux fusil de chasse au-dessus de la cheminée, vérifia qu'il était chargé et fila vers l'étable. Sa jument, Rosie, hennit à son approche. « Tout doux, ma belle, on part en balade. » Alors qu'elle galopait vers le tumulte, ses pensées dérivèrent vers sa première rencontre avec le peuple des plaines, 3 ans plus tôt. Peu après la mort de Jacques, 3 guerriers avaient surgi devant sa porte. Elle avait été terrifiée, mais au lieu de violence, ils lui avaient proposé du gibier en échange de remèdes pour un enfant malade. Depuis, un pacte tacite existait entre elle et la tribu. Arrivée au sommet de la crête, la scène en contrebas lui glaça les veines. 5 colons encerclaient un guerrier blessé qui tentait désespérément de ramper vers un abri. Sa jambe était touchée, le sang imbibant le cuir de ses jambières. Élise reconnut immédiatement le chef de la bande, Henri Vachon, un homme connu pour sa haine viscérale des autochtones. Il avait perdu un frère lors d'un raid des années auparavant et vivait dans le ressentiment. « Finissons-en avec ce sauvage et retournons au camp », hurla Vachon. « Ça leur servira de leçon. » Élise n'hésita pas. Elle tira un coup de feu en l'air, faisant sursauter les hommes et cabrer leur monture. « Ça suffit !» cria-t-elle, en guidant Rosie vers la pente. Vachon se tourna, le visage déformé par la colère en la reconnaissant. « Madame Beaulieu, ce ne sont pas vos affaires. Ce cri et ses amis ont attaqué le bétail de Thompson. »« Je ne vois pas d'amis, monsieur Vachon. Juste un homme blessé contre 5 colons armés, » répliqua Élise en positionnant sa monture entre eux et le guerrier à terre. « C'est une bête sauvage, » cracha l'un des compagnons de Vachon. « Ils ne comprennent que la force. » Le guerrier leva les yeux vers Élise. Son regard sombre était voilé par la douleur, mais empreint d'une fierté inébranlable. Il prononça quelques mots dans sa langue, puis bascula dans un français cassé. « Pas attaquer bétail. Protéger enfants contre hommes qui brûlent les tentes. » Vachon leva son fusil. « Pousse-toi de là, Élise. Ton mari n'est plus là pour te protéger. Et le vôtre ne sera plus là non plus, Marie Vachon, si Henri ne baisse pas cette arme, » répondit-elle froidement, pointant son canon droit sur la poitrine du chef de bande. Le gouverneur a signé un traité. Ce n'est pas de la justice, c'est un meurtre. Un silence tendu s'installa, troublé seulement par la respiration laborieuse du guerrier et le piétinement nerveux des chevaux. Finalement, Vachon abaissa son arme. « Tu fais une erreur, Élise. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. »« Rentrez chez vous, tous, » ordonna-t-elle. « Et si j'entends parler de raid sur le campement, j'irai moi-même au Fort Espérance dénoncer vos agissements. »
Marmonnant des menaces, Vachon et ses hommes firent finalement demi-tour. Avant de s'éloigner, Vachon lui lança par-dessus son épaule « Ils te tueront un jour pour ta bêtise, femme ». Une fois les cavaliers disparus derrière la crête, Élise mit pied à terre et s'approcha prudemment. L'homme était plus jeune qu'elle ne l'avait cru, peut-être dans la vingtaine, avec des traits marqués et de longs cheveux noirs retenus par un lien de cuir. « Je m'appelle Élise, dit-elle en s'agenouillant. Me comprenez-vous ? » « Je suis Teka, répondit-il en grimaçant. Pourquoi tu aides ? Parce que c'était la chose à faire, répondit-elle simplement en examinant sa blessure. La balle avait traversé la cuisse, mais n'avait heureusement touché aucune artère majeure. Je dois vous mettre en sécurité, il pourrait revenir. En aidant Teka à monter sur son cheval, Élise savait qu'elle franchissait une ligne de non-retour, mais une intuition lui disait que cette rencontre allait changer le cours de leurs deux vies. Le retour vers la ferme fut éprouvant. Le sang de Teka traversait le bandage de fortune qu'elle avait confectionné avec un morceau de son jupon, et sa respiration devenait de plus en plus sifflante. Chaque chaos du chemin lui arrachait un grognement étouffé. « On est presque arrivé », le rassura-t-elle en jetant des regards anxieux par-dessus son épaule. Le soleil commençait à descendre, peignant les plaines de teintes ambrées. Elle savait que Vachon et ses hommes reviendraient avec des renforts une fois leur orgueil blessé transformé en rage. La voix de Teka s'éleva, faible mais résolue. Pourquoi femme seule ? Pas de mari, pas de famille ? Élise garda les yeux fixés sur le sentier. Mon mari est mort il y a 3 hivers. Les fièvres l'ont emporté. Nous n'avons pas eu d'enfants. Mon peuple dit que seul n'est pas une bonne façon de vivre. Et vous, votre famille vous attend ? Teka garda le silence un instant. Je suis guerrier. Je protège le village. Mon père est chef. Mère morte quand j'étais jeune. En approchant de sa propriété, Élise prit une décision. Le cellier sous sa cabane, creusé à l'origine pour conserver les légumes durant les étés brûlants, servirait de cachette. Peu de gens connaissaient son existence, et l'entrée extérieure était dissimulée par un buisson touffu. « Je ne peux pas vous emmener dans la maison, » expliqua-t-elle. « Si Vachon revient, c'est là qu'ils chercheront en premier. » Elle aida Teka à descendre près de l'entrée cachée, soutenant son poids alors qu'il boitait à ses côtés. Le guerrier était plus grand qu'elle ne l'avait réalisé, sa charpente maigre mais puissante. Malgré sa blessure, il se mouvait avec une dignité farouche. Le cellier était frais et sombre, avec une odeur de terre et de racines. Élise y avait disposé de la paille des années auparavant. « Restez ici », ordonna-t-elle en l'aidant à s'allonger. « Je dois m'occuper de Rosie et apporter du matériel. » Teka lui saisit le poignet avant qu'elle ne puisse partir. « Ils te puniront, les tiens. » Ce n'était pas une question, mais un constat. « Peut-être, » reconnut Élise, « mais je réponds d'abord à ma conscience. » Après avoir installé sa jument à l'étable, Élise rassembla le nécessaire médical dans la maison. Son père avait été médecin avant leur migration vers l'ouest, et elle avait hérité de ses livres et de son don pour les soins. Elle prit de l'eau, des linges propres, une bouteille d'eau-de-vie, du fil et une aiguille, ainsi que quelques herbes précieuses. Lorsqu'elle redescendit, Teka était assis, le dos contre le mur de terre. Il avait retiré le bandage imbibé de sang et examiné sa plaie avec un détachement clinique. « La balle a traversé, nota-t-il. Bonne fortune. » « La bonne fortune aurait été d'éviter la balle tout court, » répondit Élise sèchement en s'agenouillant près de lui. « Ça va faire mal. » Elle versa l'alcool fort sur la plaie. À son grand crédit, Teka tressaillit à peine. Ses mains se serrèrent en poing, les jointures blanchies, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Tandis qu'Élise s'affairait, nettoyant puis recousant la plaie avec précision, un lien inattendu se tissa dans le silence qu'ils partageaient. Elle se surprit à lui raconter sa vie, comment elle était venue dans l'Ouest avec son mari, poursuivant des rêves de terres et de prospérité, pour ne trouver que l'épreuve et finalement le veuvage. « Et pourtant vous êtes resté, » fit remarquer Teka alors qu'elle achevait de bander sa jambe. « Cette terre vous rentre dans le sang, » avoua Élise. « Pour le meilleur ou pour le pire, c'est chez moi maintenant. » Leur conversation fut brutalement interrompue par le martèlement lointain de sabots. Élise souffla précipitamment la lampe à huile. « Pas un bruit, » chuchota-t-elle. Elle grimpa l'échelle pour observer à travers les minces fentes d'aération des portes du cellier. Des cavaliers approchaient de la cabane. Vachon était revenu, et il n'était pas seul. Le cœur battant à tout rompre, Élise referma doucement les battants et redescendit vers Teka.
Ils sont là, souffla-t-elle. Ils sont 7. Au-dessus de leur tête, le bruit lourd des bottes sur la galerie résonna, suivi du fracas de la porte d'entrée qu'on enfonçait. Fouillez partout. La voix de Vachon traversait le plancher, étouffée mais menaçante. Ce sauvage n'a pas pu aller loin avec une telle blessure. Dans l'obscurité, la main de Teka chercha celle d'Élise. Ce geste la surprit. S'il me découvre, dites que je vous ai forcé, que je vous ai menacé. Élise pressa sa main en retour. Je ne mens pas, Teka, pas même pour sauver ma peau. Ils restèrent dans un silence tendu, tandis que les pas se déplaçaient au-dessus d'eux. On renversait des meubles, on ouvrait brutalement les placards. Élise pria pour qu'ils ne pensent pas à chercher l'entrée extérieure du cellier, dissimulée par les broussailles. Après ce qui sembla être une éternité, la voix frustrée de Vachon éclata. « Rien ici. Vérifiez encore la grange, puis on ira vers le ruisseau. Il a dû ramper par là. » Finalement, les bruits de la battue s'éloignèrent. Élise attendit 1 heure entière avant d'oser remonter et jeter un coup d'œil. Les cavaliers étaient partis, mais la porte de sa cabane battait au vent, l'intérieur saccagé. Lorsqu'elle retourna auprès de Teka, il avait sombré dans un sommeil agité. Son visage était rouge, brûlant des prémices de la fièvre. Élise posa un linge frais sur son front et s'installa à ses côtés pour ce qui promettait d'être une longue nuit. Alors que les ténèbres les enveloppaient complètement, elle contempla l'étrange tournure qu'avait prise son existence. Elle qui s'était toujours tenue à l'écart, évitant la politique qui divisait colons et natifs, avait choisi son camp, peut-être de manière irrévocable. Teka remua dans son sommeil, murmurant des mots dans sa langue natale. Sans réfléchir, Élise commença à fredonner une berceuse que sa mère lui chantait autrefois, une mélodie douce qui sembla l'apaiser. Dans cet instant, sous la terre, cachée de ceux qui voulaient leur faire du mal, Élise réalisa que certaines connexions transcendaient les frontières arbitraires que les hommes traçaient entre eux. L'aube se leva dans un calme inquiétant. Élise avait somnolé par intermittence, se réveillant souvent pour vérifier l'état de Teka. La fièvre avait empiré, sa peau alternant entre une chaleur brûlante et des frissons glacés. Lorsque la première lumière filtra à travers les lattes du cellier, elle vit que la plaie s'était enflammée malgré ses soins. « De l'eau !» râla-t-il, les lèvres sèches et gercées. Élise porta une tasse à ses lèvres. « L'infection gagne du terrain. Je dois préparer un cataplasme avec de l'aquilée et de l'échinacée. Mon peuple utilise... » Il lutta pour trouver les mots en français. « Fleur jaune, goût amer. »« De l'hydraste » demanda Élise. « J'en ai de la sécher dans la maison. » Teka hocha faiblement la tête. « Mélangé avec... » Il toucha sa blessure, puis fit un geste évoquant de la fumée qui s'élève. « Une cérémonie de fumigation ? Je ne comprends pas. » Il secoua la tête avec frustration. « Non, cendre, mélangé avec cendre. » Élise acquiesça, comprenant soudain. « De la cendre de bois dans le cataplasme. Ma grand-mère utilisait cette méthode aussi. » Elle devait retourner à la maison pour récupérer les ingrédients, mais d'abord, elle devait s'assurer que la voie était libre. Prudemment, elle émergea du cellier, scrutant l'horizon à la recherche de Vachon et de ses hommes. La ferme semblait déserte, bien que sa cabane témoignât encore de la violence de la perquisition. À l'intérieur, Élise rassembla rapidement ce dont elle avait besoin. Herbes séchées, bandages propres, vivres et eau. Alors qu'elle traversait les pièces dévastées, remettant un peu d'ordre, un mouvement par la fenêtre attira son attention. Un cavalier solitaire approchait par l'est. Pas depuis la ville, mais depuis le territoire cri. Le cœur d'Élise s'emballa. Les siens étaient-ils venus le chercher ? Elle se hâta de retourner au cellier, descendant l'échelle avec son butin. « Quelqu'un arrive, un cavalier venant de votre campement. » Teka lutta pour s'asseoir. « Qui ? Je n'ai pas pu voir, juste une personne. » Il ferma les yeux, se concentrant malgré la douleur. « Ma sœur, peut-être Naya. » Élise prépara le cataplasme en attendant, mélangeant les herbes séchées avec de la cendre de bois et un peu d'eau pour former une pâte. Elle retira le vieux bandage, nettoya à nouveau la plaie et appliqua la mixture, la recouvrant de linge frais. Au-dessus d'eux, ils entendirent le bruit d'un cheval qui s'arrêtait, puis des pas encerclant la cabane. Une voix de femme s'éleva, appelant en langue cri. « C'est Naya », confirma Teka, le soulagement évident dans sa voix. Élise hésita.
Peut-on lui faire confiance pour ne pas amener d'autres guerriers? Ma sœur tient sa parole, comme toi. D'un signe de tête, Élise grimpa et ouvrit prudemment les portes du cellier. Une jeune femme se tenait à quelques pas, la main posée sur le couteau à sa ceinture. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans et portait la même dignité farouche que Teka. « Je sais que tu as mon frère, dit-elle dans un français surprenant de clarté. La terre autour de ta maison montre les signes d'un homme blessé. » Élise sortit complètement du cellier. « Il est ici, blessé mais vivant. Vachon et ses hommes le traquent. » Les yeux de Naya se plissèrent de méfiance. « Pourquoi l'aiderais-tu ?»« Parce que ce qu'ils ont fait était mal, » répondit simplement Élise. « Il a de la fièvre. J'ai fait un cataplasme, mais il aura peut-être besoin des remèdes de votre peuple. » Après un moment d'examen minutieux, Naya relâcha légèrement sa posture. « Montre-moi. » Élise la guida dans la pénombre du cellier. Les retrouvailles entre le frère et la sœur furent brèves, mais intenses. Un contact des fronts, des mots chuchotés dans leur langue, et un échange qui semblait contenir des volumes de non-dits. Naya examina la blessure et hocha la tête, approuvant le traitement d'Élise. « C'est une bonne médecine. Notre guérisseuse utilise des méthodes similaires. Pouvez-vous le ramener parmi les vôtres ?» demanda Élise. Naya secoua la tête. « Pas encore. Vachon et ses hommes patrouillent les sentiers entre ici et notre village. Ils chassent comme des loups. »« Alors il reste ici, jusqu'à ce qu'il soit en sécurité, » décida Élise. Les trois s'installèrent dans une alliance précaire. Naya partagea des nouvelles qui confirmèrent les craintes d'Élise. Vachon avait rallié d'autres colons en prétextant des raids cris sur le bétail, enflammant les tensions dans toute la région. L'armée du Fort Espérance envoyait des patrouilles, officiellement pour maintenir la paix, mais leur sympathie allait invariablement aux colons. Alors que la matinée s'étirait vers l'après-midi, la fièvre de Teka commença à tomber. Le cataplasme fonctionnait, drainant l'infection. Il mangea un peu du ragoût qu'Élise avait préparé et parvint à tenir une conversation plus longue. « Pourquoi Vachon vous a-t-il attaqué ?» demanda Élise alors qu'il partageait ce repas frugal. Teka échangea un regard avec sa sœur avant de répondre. « Ils veulent notre terre. Le ruisseau qui traverse notre territoire. De l'or a été trouvé en amont. » « De l'or ?» Élise était sincèrement surprise. Personne n'a parlé d'un filon. « Parce qu'ils gardent le secret, » intervint Naya avec amertume. « Ils trouvent de petites quantités, assez pour les rendre avides. Ils pensent qu'il y en a davantage sous nos terres sacrées. » Teka poursuivit. « Je revenais de la chasse quand je les ai vus brûler une tente isolée. Personne n'était à l'intérieur, mais c'était un message. Je les ai confrontés. Ils m'ont tiré dessus quand j'ai tourné les talons. » L'injustice de la situation brûlait la poitrine d'Élise. Cela devrait être rapporté aux autorités. Les autorités ? Le rire de Naya fut tranchant et sans humour. Ce sont eux, les autorités. L'agent des Indiens, le maire, ils veulent tous ce qui dort sous nos pieds. Élise ne pouvait nier la vérité de ses paroles. Même le gouverneur, soi-disant impartial, était connu pour plier sous la pression politique quand cela l'arrangeait. Leur conversation fut interrompue par le son distant mais grandissant de multiples sabots approchant au grand galop. Naya fut sur ses pieds instantanément, scrutant à travers les lattes. « Des soldats !» siffla-t-elle. « Les tuniques bleues !» L'esprit d'Élise s'emballa. « Ils doivent chercher Teka, ou peut-être répondent-ils aux plaintes de Vachon à mon sujet. »« Nous ne pouvons pas être trouvés ici, » déclara Teka d'un ton sombre. « Pour ta sécurité autant que pour la nôtre. »« Il y a un tunnel, » dit soudain Élise, se souvenant d'un détail qu'elle n'avait pas évoqué depuis des années. « Mon mari l'a creusé comme voie d'évasion pendant les troubles. Il mène au lit du ruisseau, caché par les broussailles. » Elle se dirigea vers le coin le plus reculé du cellier, poussant des tonneaux pour révéler une ouverture étroite. C'est difficile d'accès, mais assez large pour ramper. Naya aida Teka à se lever. « Tu dois venir avec nous, » pressa Naya en se tournant vers Élise. « Quand ils découvriront que tu as aidé mon frère, ils n'auront aucune pitié. » Élise hésita. C'était sa maison, tout ce pourquoi elle avait travaillé. Pourtant, elle savait que Naya avait raison. Le climat de peur et de haine que Vachon avait attisé faisait d'elle une cible. « Je dois récupérer des affaires dans la maison, » décida-t-elle. « Des vivres, le journal de mon mari, quelques souvenirs. »« Il n'y a pas le temps, » insista Naya alors que le bruit des sabots se faisait assourdissant.
Mais Élise grimpait déjà à l'échelle. « Je vous rejoindrai au coude du ruisseau, là où se trouvent les 3 gros rochers. Partez maintenant !» Avant qu'il ne puisse protester davantage, elle était à la surface, refermant les portes du cellier et les recouvrant de broussailles une fois de plus. Elle marcha calmement vers sa cabane, le cœur battant, mais le pas mesuré. 4 soldats pénétraient dans sa cour juste au moment où elle atteignait sa galerie. Leur chef, un lieutenant au visage buriné par le soleil, mit pied à terre. « Madame Beaulieu, je suis le lieutenant Martel. Nous recherchons un guerrier cri blessé. »« Henri Vachon prétend que vous avez entravé leur poursuite hier, » déclara le lieutenant Martel. Élise se redressa, puisant dans toute la dignité de la fille de médecin qu'elle avait été autrefois pour faire face à l'officier. « Monsieur Vachon et ses amis tentaient d'assassiner un homme blessé, » répliqua-t-elle fermement. « J'ai simplement suggéré qu'ils laissent les autorités compétentes gérer les griefs contre les cris. »« Et où est ce guerrier maintenant ?» demanda Martel, ses yeux scrutant la propriété. « Je n'en ai aucune idée. Après le départ de monsieur Vachon, je suis rentré seul. » Le lieutenant étudia son visage, cherchant la moindre trace de mensonge. « Cela vous dérange-t-il si nous jetons un coup d'œil alentour, madame, par acquis de conscience ?»« Pas du tout, » répondit Élise, priant intérieurement pour que Teka et Naya aient pris assez d'avance dans le tunnel. « Toutefois, j'apprécierais que vos hommes se montrent plus respectueux de mes biens que ne l'a été la bande de Vachon. » Pendant que les soldats fouillaient, Élise rassembla nonchalamment quelques objets essentiels qu'elle glissa dans une sacoche. Le traité de médecine de son père, le journal de Jacques, une petite bourse de pièces et le portrait miniature de ses parents. Elle prit également des munitions pour son fusil et de la viande séchée, comme si elle se préparait pour une simple journée de labeur. Le lieutenant Martel revint de l'inspection de la grange, l'air dubitatif. « Aucune trace de lui, bien qu'il y ait du sang sur la selle de votre jument. J'ai trouvé un veau blessé hier, » mentit Élise avec aplomb. « Je l'ai ramené pour le soigner, mais il n'a pas passé la nuit. Je l'ai enterré derrière l'étable ce matin. » Martel ne semblait pas entièrement convaincu, mais il n'avait aucune preuve pour la contredire. « Madame Beaulieu, les temps sont dangereux. Une femme seule devrait être plus prudente avant de s'impliquer dans les affaires entre colons et Indiens. »« J'essaie simplement d'être une bonne chrétienne, lieutenant, » répondit-elle. « Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fît, et tout le reste. » Alors que les soldats s'apprêtaient à partir, Martel s'attarda un instant. « Vachon rassemble des hommes. Il dit qu'il va donner une leçon aux cris. L'armée ne peut pas officiellement empêcher des civils de protéger leurs propriétés. » L'avertissement dans ces mots était clair. « Je comprends, » répondit Élise. « Merci de votre sollicitude. » Une fois les soldats disparus derrière la crête, Élise s'activa. Elle scella Rosie, fixa ses provisions et jeta un dernier regard à la cabane qui avait été son foyer durant ces 7 dernières années. Puis, elle chevaucha vers le coude de la rivière, vers un avenir incertain avec 2 personnes qui, la veille encore, n'étaient que des étrangers. Mais parfois, songea-t-elle, les alliés les plus fidèles surgissent des endroits les plus inattendus. Le coude de la rivière, marqué par 3 rochers distinctifs, était désert. Lorsqu'Élise arriva, elle mit pied à terre, menant Rosie à l'eau tout en scrutant les broussailles denses à la recherche du moindre signe de Teka et Naya. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le paysage, offrant de nombreuses cachettes le long du lit du cours d'eau. « Teka » appela-t-elle doucement, craignant d'être entendue. « Naya !» Un léger bruissement dans un bosquet de peupliers attira son attention. Naya émergea, ses mouvements aussi silencieux que ceux d'une biche. Elle fit signe à Élise de la suivre. « Mon frère faiblit à nouveau, » chuchota-t-elle. « Le passage dans le tunnel a été difficile pour lui. » Élise suivit Naya à travers un sentier quasi invisible qui serpentait entre les rochers jusqu'à une petite dépression près de l'eau. Là, partiellement dissimulée par des branches basses, Teka gisait sur un lit d'herbes coupées. Son visage était cendré et le bandage sur sa jambe était maculé de sang frais. « La plaie s'est rouverte », observa Élise en s'agenouillant près de lui. Elle déballa rapidement son matériel médical. « Nous devons arrêter le saignement et le mettre à l'abri pour la nuit. » Tandis qu'elle s'affairait à refaire le pansement de Teka, Élise partagea ce qu'elle avait appris du lieutenant Martel. « Vachon rassemble plus d'hommes. Il planifie quelque chose contre votre village. » Les yeux de Teka, bien que voilés par la douleur, s'aiguisèrent d'inquiétude. « Combien de jours depuis mon départ ?»« 2, répondit Naya. « Le conseil attend ton retour avant de décider s'il déplace le camp. »« Nous devons les prévenir, insista Teka en essayant de se redresser.
Non, fit Élise en le repoussant doucement mais fermement. Vous n'y arriverez pas dans votre état. Le saignement a repris et la fièvre pourrait revenir. J'irai, décida Naya. Je peux voyager plus vite seul. Je serai au village à la tombée de la nuit. Teka saisit le poignet de sa sœur. Trop dangereux, les hommes de Vachon patrouillent les frontières. Un silence tendu s'installa alors qu'ils pesaient leurs maigres options. Élise fut la première à parler. J'irai avec Naya, dit-elle. Une femme blanche et une femme crie voyageant ensemble attireront moins les soupçons que l'une ou l'autre seule. Le frère et la sœur la fixèrent avec surprise. Tu as déjà assez risqué pour nous, dit doucement Teka. Élise soutint son regard sans ciller. J'ai franchi une ligne que je ne peux plus effacer, Teka. Ma maison n'est plus sûre, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que des innocents sont menacés. Après un moment de réflexion, Teka hocha la tête. Il y a de la sagesse dans ton plan. Mais où vais-je? Il y a une cabane de trappeurs abandonnée à environ 2 kilomètres en amont, l'interrompit Élise. Jacques et moi l'avons trouvée il y a des années. Elle est bien cachée et devrait être assez sûre pour une nuit ou deux. Leur plan établi, ils attendirent le crépuscule avant de bouger. Élise et Naya aidèrent Teka à monter sur Rosie, puis guidèrent le cheval avec précaution le long du lit de la rivière pour minimiser les traces. La cabane du trappeur n'était guère plus qu'un abri sommaire, une pièce unique au toit délabré. Mais son emplacement, niché contre un affleurement rocheux et entouré de sous-bois denses, la rendait presque invisible, à moins de savoir où chercher. « Nous reviendrons aussi vite que possible », promit Élise alors qu'elles installaient Teka à l'intérieur avec de l'eau, de la nourriture et son fusil. « 2 jours, tout au plus. »« Soyez prudente, » répondit-il, ses yeux sombres accrochant les siens un long moment. « Vachon est un homme consumé par la haine. Il n'hésitera pas à tuer. » Élise hocha la tête, comprenant la gravité de leur entreprise. Alors qu'elle et Naya se préparaient à partir, Teka parla de nouveau, cette fois dans sa langue natale. Naya répondit, puis traduisit pour Élise. « Il dit que tu as le cœur d'un guerrier, brave et véritable. » Les mots réchauffèrent Élise de manière inattendue. « Dis-lui de garder ses forces, il en aura besoin quand nous reviendrons. » Sous le couvert de l'obscurité, Élise et Naya se mirent en route à pied vers le campement des cris. Naya menait la marche, sa connaissance du terrain leur permettant de voyager rapidement tout en évitant les pistes principales. Elles avancèrent dans un silence complice pendant près d'1 heure avant que Naya ne prenne la parole. « Pourquoi as-tu vraiment aidé mon frère ?» Élise réfléchit soigneusement à la question. « À la mort de mon mari, je me suis retrouvée seule sur une terre hostile. Les vôtres auraient pu me tuer ou me chasser, mais au lieu de cela, ils ont fait preuve de bienveillance. Ils ont proposé des échanges équitables, respecté les frontières. » Elle marqua une pause, le souffle court à cause de la marche. « Je suppose que je voulais simplement rendre ce respect. » Naya hocha la tête, pensive. « Notre père nous a enseigné que la valeur d'une âme ne se révèle pas par ses paroles ou la couleur de sa peau, mais par les choix qu'elle fait face aux sentiers escarpés. Votre père semble être un homme sage. Il l'est, bien que même lui peine à comprendre la faim insatiable de l'homme blanc pour la terre et l'or. » Tandis qu'elles poursuivaient leur route, Élise en apprit davantage sur le mode de vie du peuple de Naya, leur migration saisonnière dans le sillage des troupeaux de bisons, leur culture du cheval, la complexité de leurs liens sociaux. En retour, Élise partagea des fragments de sa vie d'avant l'Ouest, son enfance dans une ville portuaire de l'Est, la pratique médicale de son père, ses fiançailles avec Jacques. Vers minuit, elles firent une halte dans un petit bosquet. La nuit était claire, des éclats de diamants dispersés sur le vaste velours du ciel. Au loin, elles distinguèrent la lueur faible de feux de camp. Les hommes de Vachon avaient pris position bien plus près du campement que ce qu'Élise avait redouté. « Nous devons faire un large détour pour les contourner, » chuchota Naya. « Cela ajoutera des heures à notre voyage. »« Alors nous ferions mieux de ne pas traîner, » répondit Élise en se relevant. L'aube pointait à peine lorsqu'elles atteignirent enfin les abords du campement. Élise s'était attendue à de l'hésitation ou de l'hostilité de la part des sentinelles, mais la nouvelle de son intervention pour sauver Teka avait déjà traversé la tribu comme une traînée de poudre. Elles furent immédiatement escortées vers la grande tente centrale. Le chef Hok, père de Teka et Naya, était une présence formidable, grand, les épaules larges, avec un regard pénétrant qui semblait lire jusqu'au fond de l'âme d'Élise. Il écouta attentivement Naya expliquer la situation dans leur langue natale, jetant parfois un coup d'œil indéchiffrable vers la jeune veuve. Lorsque Naya eut terminé, le chef s'adressa directement à Élise dans un français impeccable.
Mon fils vit grâce à votre courage. Pour cela, vous avez ma gratitude. Il a besoin de soins appropriés, répondit Élise. Et votre peuple a besoin d'être averti. Vachon a rassemblé au moins 20 hommes. Leur camp est à moins de 8 kilomètres d'ici. Hawk acquiesça gravement. Nous les avons vus. Leur nombre grandit chaque jour. Il se tourna vers un ancien qui se tenait à proximité. Préparez le peuple au départ. Nous levons le camp pour les terres d'hivernage avant le coucher du soleil. Et les soldats du fort Espérance, suggéra Élise. Le lieutenant Martel semblait être un homme juste. Si vous faites appel à lui directement... Les mots sur le papier ne signifient rien quand l'or se met à chanter, l'interrompit Hawk. Nous avons essayé la voix de l'homme blanc, les traités et les pourparlers. Maintenant, nous devons protéger les nôtres à notre manière. Élise ne pouvait contester sa logique. Elle avait vu de ses propres yeux comment la justice s'inclinait devant ceux qui détenaient le pouvoir et la richesse. « Et pour Teka » demanda-t-elle. « Il ne peut pas voyager loin dans son état. »« Une petite escouade ira le récupérer, » décida Hawk. « Vous les guiderez, femme blanche. »« Élise, » corrigea-t-elle doucement. « Je m'appelle Élise Beaulieu. » Une lueur de respect passa dans les yeux du chef. « Élise Beaulieu. » Vous avez choisi un chemin difficile en aidant mon fils. Parfois, le chemin le plus juste est aussi le plus ardu. Le chef l'étudia un long moment avant de reprendre. Il y a une place pour vous parmi nous, si vous le désirez. Tous les visages pâles n'apportent pas la destruction. L'offre stupéfia Élise. Elle s'était attendue à de la gratitude peut-être, mais pas à une telle acceptation. Avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation éclata à l'extérieur. Un jeune guerrier fit irruption, parlant rapidement. Le visage d'Hawk se durcit. Vachon et ses hommes approchent par l'est. Ils apportent le feu. Le camp passa instantanément de la quiétude matinale à un chaos organisé. Les femmes rassemblaient les enfants et les vivres essentiels. Les guerriers montaient à cheval et les anciens dirigeaient l'évacuation avec une efficacité calme. Élise se retrouva à aider à charger un travois de fournitures médicinales, travaillant aux côtés de la guérisseuse de la tribu, une femme âgée qui bougeait avec une vivacité surprenante. Lorsqu'un petit groupe de sauvetage se prépara à aller chercher Teka, Élise insista pour les accompagner. « Je sais où il est, » argua-t-elle, « et je peux soigner ses plaies durant le voyage. » Hawk accepta à contre-cœur, lui fournissant un cheval frais. Alors qu'il s'apprêtait à partir, les premiers coups de feu retentirent au périmètre est du camp. « Partez » ordonna Hawk. « Emmenez mon fils en sécurité sur les terres d'hiver. Nous retiendrons Vachon assez longtemps pour permettre au peuple de s'échapper. » La petite troupe, composée d'Élise et de 3 guerriers, s'élança par la lisière ouest, effectuant une boucle vers le nord pour éviter d'être repérée. Arrivée au sommet d'une colline, Élise se retourna pour voir des colonnes de fumée noire s'élever de plusieurs tentes. Son cœur se serra devant cette destruction, mais il n'y avait pas de temps pour les regrets. Teka avait besoin d'eux. Ils atteignirent la cabane du trappeur en milieu de matinée. Au grand soulagement d'Élise, Teka était alerte et sa fièvre n'était pas revenue. Le plus fort des guerriers l'aida à se mettre en selle, le sécurisant avec des sangles de cuir. « Mon père ? Ma sœur ?» demanda Teka avec anxiété. « Il mène notre peuple en lieu sûr », l'assura un guerrier. Vachon a attaqué à l'aube. Le visage de Teka s'assombrit de colère et d'inquiétude. « Nous devons nous hâter. Les terres d'hivernage sont à 3 jours de cheval. » Leur périple fut ardu, mais sans incident majeur. Ils voyagèrent de nuit et se cachèrent durant les heures de clarté, empruntant un itinéraire détourné pour éviter à la fois les colons et les patrouilles de l'armée. Élise resta constamment aux côtés de Teka, changeant ses bandages et préparant des remèdes à base d'herbes pour combattre l'infection. La 3e nuit, alors qu'ils approchaient de leur destination, Teka et Élise se retrouvèrent momentanément seuls, tandis que les guerriers partaient en éclaireur. Sous la voûte étoilée, il posa enfin la question qui flottait entre eux depuis ce premier jour. « Que feras-tu maintenant, Élise Beaulieu ? Ta vie parmi les tiens est finie. » Élise leva les yeux vers l'immensité du ciel, contemplant un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. « Je n'en suis pas certaine. Je ne peux pas retourner là-bas. Vachon s'assurerait que je sois jugée pour vous avoir aidé. »« Viens avec nous, » dit simplement Teka. « Mon père t'a offert une place. » « Et quelle serait cette place ?» demanda Élise en croisant son regard.
Une curiosité? La femme blanche qui vit avec la tribu? Une guérisseuse, répondit Teka. Un professeur, un pont entre deux mondes. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. Une amie. Le mot recelait des possibilités qu'Élise n'était pas prête à examiner de trop près. Pourtant, elle ne pouvait nier le lien qui s'était formé entre eux, forgé dans le danger et renforcé par un respect mutuel. « Je devrais apprendre vos coutumes, dit-elle finalement, votre langue, vos traditions. » Le sourire de Teka fut sincère, transformant son visage grave. « Et j'en apprendrai davantage sur les tiennes, un échange égal et juste. » À l'aube, ils atteignirent les terres d'hivernage, une vallée cachée, nichée entre des falaises protectrices, traversée par un ruisseau cristallin. Le peuple avait déjà établi le camp, les tentes disposées en cercle traditionnel. Élise vit des enfants jouer, des femmes travailler les peaux, des hommes s'occuper des chevaux. La vie continuait malgré la menace qui les avait chassés de leur terre d'été. Naya se précipita à leur rencontre, étreignant son frère avec précaution avant de se tourner vers Élise. « Tu l'as ramené sain et sauf ?»« Nous nous sommes ramenés l'un l'autre, » corrigea Élise, soudain submergée par l'épuisement et l'émotion. Le chef Hoc les accueillit avec dignité, ordonnant qu'une tente soit préparée pour Élise près de la loge des guérisseurs. Alors qu'on l'emmenait se reposer, Élise croisa le regard de Teka une dernière fois. Aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient tous deux choisi des chemins qui défiaient les frontières établies par les autres. Dans les jours qui suivirent, alors que l'automne parait le paysage de pourpre et d'or, Élise commença à apprendre la langue et les usages de sa nouvelle communauté. Elle partagea son savoir médical avec la guérisseuse de la tribu et enseigna quelques mots de français aux enfants. La blessure de Teka guérit proprement et il reprit ses devoirs de guerrier, bien qu'il trouvât le temps chaque jour de rendre visite à Élise. Des nouvelles finirent par leur parvenir. Vachon avait été arrêté par l'armée pour incitation à la violence, en violation du traité du gouverneur. C'était une maigre justice. Mais cela signifiait que la tribu pourrait peut-être retourner sur ses terres ancestrales au printemps. Si Élise retournerait avec eux, restait une question tacite, une décision pour un autre jour. Pour l'heure, elle avait trouvé un foyer inattendu parmi des gens qui la jugeaient sur ses actes plutôt que sur ses origines. Et en Teka, elle avait trouvé un compagnon qui comprenait le courage qu'il fallait pour se tenir en équilibre entre deux mondes. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder le coucher de soleil embraser la vallée, Teka énonça la vérité qu'ils avaient tous deux fini par comprendre. « Parfois, dit-il doucement, les plus grands voyages commencent par un simple acte de conscience. » Élise hocha la tête, repensant à ce jour fatidique où elle avait choisi de galoper vers les coups de feu plutôt que de s'en éloigner. « Et parfois, répondit-elle en prenant sa main, ces voyages nous mènent exactement là où nous devions être. »